Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument, un livre qui a traversé les décennies sans prendre une ride. C'est Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen R. Covey. Bonjour. Oui, un classique absolu. Et la question qu'on se pose, c'est comment un livre écrit bien avant Internet, bien avant les réseaux sociaux, peut sembler encore plus pertinent aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant. On a des sources qui citent des leaders comme Meg Whitman de HP ou même Michael Phelps. Tous disent que ce livre a changé leur vie. Essayer de comprendre la philosophie de Covey. On va se concentrer sur ses idées de paradigme, le cheminement vers la maturité, et puis surtout la toute première habitude, la proactivité. C'est le socle de tout, en fait. Et c'est la bonne approche, parce que si on saute directement aux habitudes, on passe à côté de l'essentiel, vraiment. La thèse de Covey, c'est que la plupart de nos problèmes ne viennent pas de nos comportements. Ah non, non. Ils viennent de la manière dont on voit les choses. En gros, il nous dit, vous essayez de changer les feuilles de l'arbre, mais le problème est aux racines. J'aime bien cette image. Dans un monde qui nous pousse à chercher des solutions rapides, des life hacks comme on dit, lui il propose deux. De faire une pause et de regarder à l'intérieur. Il affirme que pour changer notre vie, il faut d'abord changer nos cartes du monde. Et pour nous faire comprendre ça, il commence avec des exemples très très concrets. Des frustrations que tout le monde peut ressentir, je pense. Oui, il nous parle directement. Cette idée d'avoir une carrière brillante, de cocher toutes les cases du succès, mais de sentir que sa vie personnelle est vide, que les liens avec les proches se sont effrités. Ou le manager qui investit des fortunes en formation pour ses équipes Oui. et qui n'obtient en retour ni confiance ni loyauté. Ce sont des échecs profonds. Et on a tous l'intuition que c'est pas une nouvelle application qui va régler ça, quoi. Absolument. Et son diagnostic, il est fascinant. Il a analysé des centaines d'ouvrages sur le succès et il a identifié une bascule, une vraie bascule radicale. C'est-à-dire, Pendant les 150 premières années, le succès était défini par ce qu'il appelle l'éthique de caractère. Les qualités mises en avant, c'était l'intégrité, l'humilité, la patience, le courage. des principes de fond en somme. Voilà, des principes fondamentaux. L'idée, c'était de travailler sur ce que l'on est. Et puis, tout a changé. On est passé à autre chose. Oui, exactement. Après la Première Guerre mondiale, on est entré dans l'ère de l'éthique de la personnalité. Et là, le focus s'est complètement déplacé. Sur l'image. Sur l'image, les techniques de communication, l'attitude positive, le personal branding avant l'heure. Il ne s'agissait plus d'être, mais de paraître. On a commencé à chercher des astuces, des techniques pour influencer, des solutions rapides. C'est l'iceberg. Le caractère, c'est la partie immergée, massive. La personnalité, c'est juste la pointe visible. C'est fou, parce que quand on y pense, les réseaux sociaux sont l'aboutissement ultime de cette éthique de la personnalité. L'image, la perception, la construction d'une façade parfaite. C'est devenu une monnaie d'échange, souvent déconnectée de la substance. On est en plein dedans? Carrément. Et l'histoire qu'il raconte sur son propre fils est un exemple tellement puissant de ce décalage. Ah oui, c'est une histoire charnière dans le livre. Son fils était en grande difficulté à l'école. Il manquait de confiance, de mauvais résultats. Avec sa femme, Covey a d'abord appliqué la recette de l'éthique de la personnalité. L'encouragement, l'attitude positive, pense positif, tu peux le faire. Toute la panoplie, oui. La panoplie complète du parent bien intentionné. Et bien sûr, ça ne marche pas. Pire, ça aggrave la situation. Et c'est là que sa prise de conscience est brillante. Covey a réalisé que, malgré leurs belles paroles, ils communiquaient un message non-verbal beaucoup plus puissant à leur fils. Lequel? Tu es faible, tu es inadéquat, tu as besoin de notre aide pour survivre. Leur perception profonde de lui sabotait toute leur technique. Ils polissaient les feuilles, mais la racine, leur propre vision de leur fils, était le vrai problème. Oui, Et ils commencent à travailler sur eux-mêmes, sur leur propre motivation, leur perception. C'est ça l'approche de l'intérieur vers l'extérieur. c'est exactement ça. Et le résultat est spectaculaire, non? Le gamin s'épanouit, mais à son propre rythme, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu orchestrer. Cette histoire est incroyable. Elle montre que toutes leurs bonnes intentions ne servaient à rien. Le vrai problème, c'était leur perception, leur carte mentale de leur fils. Et je crois que cette idée de carte, c'est absolument central chez Covey. C'est le concept clé pour tout comprendre. L'idée de paradigme. Un paradigme, c'est tout simplement une carte mentale. C'est une théorie, un modèle, une perception qui nous aide à interpréter le monde. Il a une analogie pour ça, non? Oui, une analogie géniale. Imaginez que vous voulez vous balader dans Chicago.
Vous avez une carte, vous êtes motivé, vous avez une super attitude. Mais sans que vous le sachiez, la carte qu'on vous a donnée est celle de Détroit. Ah, je vois où ça mène. Vous pouvez courir, être super efficace, penser très fort, Chicago, Chicago. Vous irez juste plus vite au mauvais endroit. Votre effort ne sert à rien si la carte est fausse. Voilà. Et le point crucial, c'est que la plupart du temps, on ne remet jamais en question nos cartes. On ne se dit pas, tiens, est-ce que ma vision du monde est la bonne ? Non, on pense que ce que l'on voit, c'est la réalité. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel qu'on est. Attends, si je comprends bien, ça veut dire que deux personnes peuvent regarder la même chose, être en désaccord total, Oui, et avoir toutes les deux raison de leur point de vue. C'est une idée assez radicale quand on y pense. c'est exactement ça. Il l'illustre avec cette fameuse image ambiguë où l'on peut voir soit une jeune femme élégante, soit une vieille femme. L'expérience est simple. On conditionne un premier groupe en leur montrant uniquement l'image de la jeune femme, D'accord. et un second groupe avec uniquement l'image de la vieille femme. Et ensuite, on leur montre l'image composite. Et chacun voit ce qu'il a été conditionné à voir. Ils regardent la même image, les mêmes traits noirs sur fond blanc, mais ils ne voient pas la même chose. Et ils sont probablement prêts à se disputer pour défendre leur vision objective. De discuter sur les détails de la carte si on n'a pas la bonne. Il faut d'abord accepter que notre carte n'est peut-être pas le territoire. Et l'histoire la plus poignante qu'il raconte à ce sujet, c'est celle de l'homme dans le métro. Ah oui. Oui, cette histoire m'a vraiment marqué. Un dimanche matin, l'ambiance est calme, et un homme monte avec ses enfants qui sont absolument insupportables. Il crie, il court partout, et le père est juste assis là, les yeux fermés, il ne fait rien. On imagine la scène. La tension monte, Covey lui-même commence à s'énerver. Finalement, il se penche vers l'homme et lui dit de manière très contrôlée « Monsieur, vos enfants dérangent beaucoup de monde, ne pourriez-vous pas faire quelque chose ?» Et la réponse de l'homme, elle provoque ce que Covey appelle un changement de paradigme sismique, instantané. C'est ça, l'homme ouvre les yeux comme s'il sortait d'un brouillard et dit « Oh, vous avez raison, je devrais faire quelque chose. On est de quitter l'hôpital, leur mère est décédée il y a à peine 1 heure. Je suis sous le choc, et j'imagine qu'ils ne savent pas comment gérer ça non plus. » En une phrase, tout bascule. L'agacement se transforme en une vague de compassion. Le jugement s'évapore. On passe de « quel père irresponsable » à « pauvre homme, comment puis-je l'aider ?» Cette transformation est impossible si on travaille juste sur son attitude, quoi. Il a fallu une nouvelle information pour changer radicalement la carte. Exactement. Et ce cheminement, ce passage d'une vision à une autre, Covey le structure dans ce qu'il appelle le continuum de la maturité. D'accord. C'est une progression en 3 étapes. On commence tous par la dépendance. C'est le paradigme du « tu ». Tu dois t'occuper de moi. C'est ta faute si je ne suis pas heureux. Le mode bébé, en quelque sorte, ou l'employé qui blâme son patron pour tout. C'est ça. Puis, on grandit et on atteint, idéalement, l'indépendance. C'est le paradigme du jeu. Je peux le faire, je suis responsable de mes choix, je suis autonome. Notre société valorise énormément ce stade. Ah oui, c'est drôle. On est éduqué en pensant que l'indépendance, c'est le but ultime. Mais pour Covey, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, justement. Le niveau le plus élevé, le plus mature, c'est l'interdépendance. Le paradigme du nous. Nous. Nous pouvons coopérer, nous pouvons combiner nos talents pour créer quelque chose de plus grand. Mais, et ça c'est le point fondamental, seules les personnes vraiment indépendantes peuvent choisir de devenir interdépendantes. Une personne dépendante ne peut pas former une équipe solide. Logique. Donc, pour avoir une victoire publique avec les autres, il faut d'abord remporter sa victoire privée sur soi-même. C'est l'idée. Et pour atteindre cette efficacité, que ce soit seul ou en équipe, il utilise une autre fable, celle de l'oie aux os d'or. Oui, cette fable, c'est sa définition de l'efficacité. Elle illustre ce qu'il appelle l'équilibre PCP. Un fermier a une oie qui pond un œuf d'or chaque jour. D'accord. P, c'est la production, les résultats or. L'œuf d'or. CP, c'est la capacité de production, l'oie elle-même, l'atout qui produit. Voilà. Le fermier, avide, veut tous les œufs d'un coup. Il tue l'oie. Résultat, plus d'œufs et plus d'oies. Il a sacrifié la CP pour maximiser la P à court terme. Et on fait ça tout le temps. On pousse une machine jusqu'à la panne sans faire de maintenance, on tire sur la corde dans une relation jusqu'à ce qu'elle casse, ou plus simplement, on travaille jusque burn-out. On cherche les œufs d'or en tuant l'oie. L'efficacité véritable, c'est de prendre soin de l'oie pour qu'elle continue à pondre. C'est cet équilibre. Et le point de départ de tout ça, la première brique pour construire sa victoire privée, c'est la première habitude, soyez proactif. La proactivité. C'est un mot qu'on entend partout, mais Covey lui donne une profondeur incroyable. L'idée de base est simple mais révolutionnaire.
Entre ce qui nous arrive, le stimulus, et la manière dont on y réagit, la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a notre liberté, notre pouvoir de choisir. L'exemple le plus extrême et le plus puissant qu'il donne, c'est celui de Viktor Frankl, ce psychiatre qui a survécu au camp de concentration. Oui, Dans des conditions d'une barbarie absolue, où on lui avait tout pris, sa famille, sa profession, sa dignité, il a découvert ce qu'il appelle la dernière des libertés humaines. Ces tortionnaires pouvaient contrôler son corps, son environnement, mais pas son esprit. Il restait libre de choisir comment cette souffrance allait l'affecter. il pouvait choisir de ne pas devenir comme ses bourreaux, trouver un sens à sa souffrance. C'est vertigineux comme idée. Mais comment ça s'applique à nous, dans notre quotidien qui est beaucoup moins dramatique? Covey dit que cette liberté repose sur 4 dons uniques à l'être humain. La conscience de soi, l'imagination, la conscience morale et la volonté indépendante. Et au quotidien, la différence la plus simple entre une personne proactive et une personne réactive, c'est son langage. Ah oui, le langage. Une personne réactive va dire « Il me met en colère. Je suis obligé de faire ça. C'est comme ça que je suis, je n'y peux rien. » Oui, le langage est passif. Il transfère la responsabilité. Ce langage renforce le paradigme de la victime. La personne proactive utilise un langage de choix. Je contrôle mes émotions. Voyons les alternatives. Je choisis de faire ça. Ce n'est pas juste de la sémantique, hein. Dire « je choisis d'aller à cette réunion » plutôt que « je dois y aller », ça change complètement notre perception et notre pouvoir. On n'est plus une victime, on est un agent. Et pour rendre ça concret, il propose un outil visuel très puissant. L'idée des 2 cercles. Le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Oui, c'est un modèle très éclairant. Alors, le cercle de préoccupation, c'est tout ce qui nous importe, mais sur lequel on a peu ou pas de contrôle. L'économie mondiale, la météo, la politique, le comportement de notre collègue. C'est un grand cercle. D'accord? Et à l'intérieur, il y a un cercle plus petit, le cercle d'influence. Il contient les choses sur lesquelles on peut agir directement. Notre humeur, nos compétences, nos habitudes, comment on traite les autres. Et la dynamique est simple, si j'ai bien compris. Les gens réactifs passent leur temps et leur énergie dans leur cercle de préoccupation. Oui, à se plaindre, à accuser. Exactement. Résultat, leur énergie se dissipe et leur cercle d'influence, il rétrécit. Ils se sentent de plus en plus impuissants. Alors que les gens proactifs font l'inverse. Ils concentrent leur énergie sur leur cercle d'influence, ils travaillent sur ce qu'ils peuvent maîtriser, ils se forment, ils améliorent leurs relations, ils changent leurs mauvaises habitudes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en faisant ça, leur cercle d'influence commence à grandir. Il grandit, oui, en devenant une meilleure personne, un meilleur professionnel. On commence à avoir de l'influence sur des choses qui étaient avant hors de notre portée. C'est presque magique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette idée de devenir un peu passif face aux grands problèmes? Si on se concentre tous uniquement sur notre petit cercle, qui s'occupe du climat ou des injustices? C'est une excellente question. Et Covey dirait que c'est une fausse opposition. L'approche proactive ne dit pas d'ignorer les grands problèmes. Elle dit que la manière la plus efficace d'influencer le monde, c'est de commencer par soi. D'accord. Un militant qui passe son temps à s'indigner sur les réseaux sans changer ses propres habitudes de consommation est réactif. Un militant qui commence par incarner le changement qu'il veut voir, qui influence sa famille, son quartier par l'exemple, lui est proactif. Son influence grandit de manière organique, authentique. Le changement commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une idée incroyablement responsabilisante en fait. Donc si on résume ces concepts fondateurs, il y a d'abord cette nécessité de travailler, de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Ensuite, le besoin vital de questionner nos propres cartes, nos paradigmes, avant de vouloir changer quoi que ce soit. Et enfin, le pouvoir immense qu'on libère en concentrant notre énergie sur notre cercle d'influence. C'est la base de tout. Et pour conclure, il propose une grille d'analyse très simple. Face à n'importe quel problème, il faut se demander s'il est sous notre contrôle direct, indirect ou hors de notre contrôle. D'accord. Direct, c'est lié à nos habitudes, indirect au comportement des autres, et hors de contrôle, c'est le passé, la météo. Mais la solution dans les 3 cas commence toujours au même endroit, dans notre cercle d'influence, même pour ce qui est hors de notre contrôle. Même pour ça. Pour un problème direct, on change nos habitudes. Pour un problème indirect, on change notre méthode d'influence. Et pour un problème hors de contrôle, on choisit notre réponse. On choisit de l'accepter, d'apprendre de lui, au lieu de le laisser nous contrôler.
La question à méditer finalement est peut-être celle-ci. Quel est le défi aujourd'hui qui se trouve dans mon cercle de préoccupation et me pèse le plus? Et quelle est la toute petite première action que je pourrais entreprendre qui soit entièrement dans mon cercle d'influence pour commencer à y répondre différemment?